Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'actualité de ce mardi est d'abord marquée par des points essentiels abordés à la conférence internationale sur le financement du développement à Séville. Le président Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité de réformer les règles de financement et d'endettement pour plus d'équité. L'industrie de défense du Sénégal se confirme. Le Premier ministre a reçu le groupe Mercedes Truck qui va bientôt installer chez nous l'unité de fabrication de véhicules militaires. D'autres sociétés allemandes vont également accompagner l'assemblage et le montage de véhicules militaires. Ça y est, les épreuves du baccalauréat général ont démarré aujourd'hui. Plus de 166 000 candidats passent l'examen cette année. Les ministres de l'Éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur ont choisi Matam pour la tournée de supervision. Et enfin, dans la rubrique Société de ce soir, nous allons revisiter l'art de préparer du couscous traditionnel. C'est tout un processus, une technique bien de chez nous. Le roulage de la poudre 2000 se perd malheureusement et nous serons dans une unité moderne de production située à Grand Dakar. Rendons-nous d'abord à Séville en Espagne où se poursuit la conférence internationale sur le financement du développement. Au deuxième jour des travaux, le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué la nécessité de réajuster les règles de financement et d'endettement. Il estime aussi que les pays en développement pourraient mobiliser des ressources internes pour soutenir leur croissance au Marning. C'est une réflexion très dense et partagée sur l'urgence d'aller vers une nouvelle vision de la coopération pour le développement. Mais au-delà du constat, il faut des règles de gouvernance plus adaptées, notamment les conditions dans lesquelles les pays en développement s'endettent. Il y a des goulots qui sont identifiés depuis des années et qui ont pour nom la gouvernance inadaptée aujourd'hui du système international, notamment pour ce qui est des règles de financement, d'endettement et de notation qui font que ces pays-là ont du mal à s'endetter à des conditions favorables et à pouvoir bénéficier de financements conséquents. Les conditions ne doivent pas être léonines à telle enseigne que honorer le règlement de cette dette-là enfreigne la prise en charge de secteurs stratégiques comme la santé des populations, l'éducation des enfants et la création d'emplois pour les jeunes et l'autonomisation des femmes. La solidarité tant voulue à l'échelle internationale passe également par un système multilatéral équilibré. Le monde multilatéral est en difficulté, il ne faut pas le nier. Mais est-ce qu'il faut sauver le système? Pourquoi faut-il sauver ce système? Pourquoi le sauver? Pour éviter déjà que ce que nous avons donc connu comme horreur par le passé ne revienne. Et surtout pour ne pas oublier cet état de fait-là. Aujourd'hui, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que quand des conflits surviennent, la Société des Nations, qui est devenue les Nations Unies, est aujourd'hui en retrait au profit d'initiatives privées ou bilatérales pour gérer des situations de conflit. L'exemple le plus parlant, c'est ce qui est arrivé récemment au Moyen-Orient, où un pays considère qu'il est en situation d'insécurité et décide d'aller attaquer un pays en prévention. Si chaque pays pouvait, sur la seule base de l'évaluation qu'il fait des menaces qui pèsent sur lui, aller s'attaquer à un autre pays, évidemment, aucun pays ne serait en sécurité. Or, l'état de paix convient le mieux à la condition humaine et au développement. Et c'est par justement la promotion d'un multilatéralisme fort et inclusif qui ne fait pas de la Société des Nations, je reprends encore l'expression la plus ancienne des Nations Unies, un lieu de délibération où une seule voix peut prévaloir sur l'ensemble des voix parce qu'il y a des pays qui détiennent un système de veto qui fait que lorsque le monde considère que voilà ce qu'il est mieux aujourd'hui de retenir comme cadre d'action ou solution, un seul pays peut, sur la base de ses intérêts, décider que ce n'est pas ce qui convient le mieux, agir autrement ou enfreindre l'action collective. Ces règles sont à la fois politiques, elles sont financières, elles sont du ressort de la coopération qui doit être aujourd'hui réinventée. De cette conférence de Séville sur le financement de la dette, il faut attendre des mesures concrètes. Ici, la réponse du chef de l'État est tranchée sur la nécessité d'une meilleure mobilisation des ressources internes.
quand vous avez une entreprise qui vient exploiter des ressources minières ou autres dans un pays sous-développé, la première chose à laquelle ces entreprises-là veillent, c'est quel est l'environnement fiscal. Est-ce qu'il y a une convention fiscale qui permette de payer le moins d'impôts dans le pays où le revenu ou la richesse est créée, évidemment pour aller le payer dans les pays d'origine de ces entreprises-là. Ce qui fait qu'il y a une inefficacité dans le prélèvement des ressources qui est due à ces conventions-là qui sont signées. Et en même temps, quand ces pays-là ne parviennent pas à mobiliser beaucoup de ressources, ils font recours à l'endettement. Mais quand ils s'endettent dans les pays comme les nôtres, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est des infrastructures qui coûtent cher. Et le pays qui vous prête l'argent, à qui vous allez rembourser intégralement en payant les intérêts, va vous imposer qu'une entreprise du même pays vienne réaliser l'infrastructure dans votre pays avec une exonération. Donc l'entreprise viendra réaliser le marché dans votre pays, réaliser l'infrastructure sans payer d'impôts dans le pays et qui lui a donné l'opportunité de s'enrichir à travers un marché. Donc c'est à quoi je m'attends le plus rapidement possible. C'est un nouveau cadre de convention fiscale qui permet une taxation des revenus dans les pays où la richesse est créée, à savoir les pays les moins développés. La rencontre est une initiative de l'Espagne. Le Royaume a joint l'acte à la parole en décidant de mobiliser 0,7% de son PIB pour financer l'aide au développement. Toujours à Séville, Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron se sont rencontrés. Les chefs d'État sénégalais et français ont évoqué, entre autres questions d'intérêt commun, une coopération bilatérale à renforcer. Le nouveau président du Conseil européen a également été reçu par le président Faye. Le point tout de suite avec Omar Ning. Entretien chaleureux entre deux dirigeants de pays liés par l'histoire. Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont passé en revue une coopération qui touche des domaines aussi divers que l'économie, la sécurité, les questions mémorielles pour ne citer que ces domaines. Un partenariat rénové qui tient compte des intérêts des peuples respectifs. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont évoqué le prochain séminaire intergouvernemental prévu à Dakar avant la fin de l'année. Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye ont également échangé sur les défis régionaux et mondiaux. Le président de la République a également reçu le nouveau président du Conseil européen. L'ancien Premier ministre portugais, António Costa, est revenu avec le chef de l'État sur la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. Ils ont convenu d'œuvrer au renforcement de cette coopération dans des domaines intéressants comme la connectivité, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, entre autres. Le prochain sommet Union africaine-Union européenne, prévu au mois de novembre prochain, a été également abordé par les deux dirigeants. Et ici à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu une délégation du groupe Mercedes Trucks. Une convention a été signée pour l'installation d'une usine de fabrication de véhicules militaires dans un premier temps. Les précisions du directeur du groupe Mercedes recueillies par Aram Daou. Il s'agit d'un projet industriel, un partenariat entre l'État sénégalais, notamment le ministre des Forces armées et le ministre de l'Industrie et Commerce, et le groupe Daimler Truck avec son partenaire GTS. Projet d'une usine de montage et d'assemblage de camions et de véhicules utilitaires et de carrosserie industrielle dans le but de s'installer dans l'Afrique de l'Ouest pour créer de l'emploi et de fabriquer des camions pour l'armée, pour les différents services de l'État, mais aussi pour le secteur privé. C'est un projet en plusieurs phases. Le but, c'est de commencer très rapidement avec une première chaîne de production, plusieurs centaines de nombres de personnes en emploi qui vont être créées très rapidement, c'est-à-dire à partir de la fin de cette année, une première chaîne de montage va s'activer et un projet qui va s'agrandir dans les années à venir avec d'autres activités dans le secteur des véhicules utilitaires qui peuvent aller à plusieurs milliers d'emplois qui vont être créés et surtout formés sur le territoire sénégalais.
Et pour concrétiser tout cela, un mémorandum d'entente a également été signé entre le ministère des Forces armées et des sociétés allemandes. Et c'est pour justement l'assemblage et le montage de véhicules militaires. À noter que les premières productions sont attendues vers la fin de l'année 2025, Moussa Mané. Cette signature de mémorandum d'entente ouvre la voie à l'installation d'une usine d'assemblage et de montage de véhicules militaires. Un pas de plus vers la mise en place d'une industrie de défense au Sénégal. Ce projet est porté par une vision claire, à savoir assurer à notre pays une autonomie progressive dans la conception, le montage, la maintenance et à terme la fabrication de véhicules tactiques adaptés à nos besoins opérationnels. C'est pour moi un moment historique, un moment où notre collaboration prend un envol. Ce partenariat est important pour nos deux pays car c'est une vision partagée. En plus, le leadership sénégalais m'a beaucoup marqué et c'est une chose essentielle dont nous avons besoin pour continuer la collaboration. Un partenariat public-privé entre l'État du Sénégal, Daimler Truck AG et le groupe GTS. Selon ses responsables, plusieurs centaines d'emplois seront créés par cette unité industrielle. Une campagne de recrutement est en cours et des formations internationales de premier ordre seront organisées dans les prochains mois afin d'avoir un premier noyau d'ouvriers certifiés qui vont pouvoir transmettre un savoir et des techniques. Nous allons tout mettre en œuvre pour que les premiers véhicules sortent d'usines sur sol sénégalais avant la fin de cette année 2025. Nous voulons aller vite, mais bien. Cela nécessite une coordination technique soutenue, une planification rigoureuse et une mobilisation conjointe de nos expertises. Ce projet illustre la qualité de la coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Une coopération basée sur la confiance, le respect mutuel et un engagement constant pour la paix dans le monde. La gendarmerie nationale vient de perdre un de ses illustres officiers. Il s'agit du colonel Émile Manga, décès survenu dimanche à l'hôpital d'Al-Diam. Il était le commandant de la Légion du quartier général Samba-Diri Diallo. Les honneurs funèbres militaires seront reçus ce jeudi à la caserne Samba-Diri Diallo à 8h, suivi de la messe à 11h à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès et l'inhumation le même jour, toujours à Thiès. Et puis à Matam, vous le savez, les défis sécuritaires sont énormes. Dans cette région frontalière, le concept sécurité collaborative permet une coopération harmonieuse entre armée et population afin de prévenir les menaces djihadistes en cours dans le Sahel. Mansour Dian. Le thème central de cette rencontre a porté sur la gouvernance sécuritaire et le développement territorial. Il s'est agi pour les panélistes d'anticiper sur les défis sécuritaires en cours dans la région. Par anticipation, il faudrait travailler pour instaurer ce qu'on appelle la sécurité collaborative, ici au niveau de Matam, entre les populations, la société civile, mais également l'État et les forces de défense et de sécurité. Pour la construction d'une telle sécurité, les experts insistent fortement sur la collaboration des communautés quand même, à donner suite ou bien à remonter les informations à temps, si toutefois dans ces zones-là que vous avez constaté des anomalies. Les autorités de Matam peuvent compter sur l'engagement des populations locales pour renforcer cette démarche. Une fois de retour dans ma localité, je compte sensibiliser notre chef de village sur la nécessité de veiller à notre sécurité aux côtés des autorités administratives. Et dans ce sens, regrouper les populations en commission pour qu'elles réagissent dès qu'il y a un problème. Nous avons appris que véritablement, sans le savoir, que les populations transfrontalières étaient exposées donc, à plusieurs défis, notamment sécuritaires. Mis à part la circulation d'armes légères, la région subit également les effets néfastes des changements climatiques. Mais plus particulièrement, les questions d'adaptation et d'atténuation. Donc, pour vraiment prévenir l'éventuelle inondation de cette année. Il existe seulement 14 points de passage officiels sur 256 km de frontières avec la Mauritanie. Un chiffre jugé faible par les spécialistes. Pour eux, ils urgent d'intensifier la coopération sécuritaire
entre le Sénégal et son voisin du Nord. Publication aujourd'hui des conclusions des Assises nationales des médias. 6 commissions ont rendu les résultats de leurs travaux après 2 ans de recherche. Ce document doit maintenant servir de guide de référence pour tous les professionnels des médias. Compte rendu signé Turodien. Un pré-rapport de 700 pages synthétisé en moins de 100 pages pour permettre aux professionnels des médias de s'en approprier. Si les recommandations de ce document référentiel sont mises en pratique, le droit des journalistes devra être respecté et leurs conditions de travail améliorées. Nous avons proposé un document global qui veut véritablement aller vers un écosystème performant des médias au Sénégal. Rentabilité des médias, et les culturels, et les sociales, et les morales, et les intellectuels, c'est un ciment qui permet effectivement de souder une nation. Avec l'émergence de nouveaux supports de communication, on note la prolifération des sites web, 206 au dernier recensement. C'est l'organisation d'un espace harmonisé où on sait voilà les droits, voilà les devoirs, voilà les conditions à remplir pour chacune. C'est vrai, il y a un désordre. Vous parlez des sites, même les quotidiens. Est-ce que dans un pays comme... Il est arrivé des moments où on a 55 quotidiens. Est-ce que 55 quotidiens dans un environnement comme le nôtre est viable? Pour ce diagnostic sans complaisance, 6 commissions ont siégé pendant 2 ans. Les conclusions de ces assises ont mis en lumière les dysfonctionnements du secteur médiatique et esquissé des pistes pour rétablir l'ordre. Et la sécurité en ligne constitue également un défi pour les organes chargés de protéger nos données personnelles. C'est pourquoi la CDP a jugé nécessaire d'impliquer les influenceurs et porteurs de voix dans la sensibilisation sur les dangers du net. Lamine Fall. Le monde du numérique foisonne de personnes mal intentionnées s'employant à mettre en scène toutes sortes de supercheries. Ce qui est en jeu, généralement, c'est la question de la protection des données personnelles. Les statistiques montrent qu'il y a une hausse considérable des violations des données personnelles. Et il y en a plusieurs catégories. J'ai dit tout à l'heure, les signalements, ce sont des plaintes que des Sénégalais X, Y, déposent au niveau de nos services, comme ils le déposent souvent également au niveau de la cybersécurité, pour nous dire que telle personne a fait ceci ou telle personne a fait cela. Les personnes exposées sont généralement les personnages publics. Il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup de personnes qui perdent leur compte, qui ne savent pas les démarches à entreprendre pour récupérer ces comptes. Et parfois, ces comptes-là sont des comptes que d'autres personnes utilisent pour poster des images ou en tout cas de poster des choses qui vont à l'encontre de la moralité. Pour prévenir ces irrégularités dues en grande partie à la méconnaissance de l'utilisation des données personnelles, la Commission de protection des données lance une session de formation. La formation, ce sont des experts de la CDP et d'autres experts que nous avons recrutés pour essayer de partager ce qu'on appelle les principes des données personnelles, mais surtout quelles sont les différentes formes contentieuses de données personnelles. Artistes, influenceurs comme leaders d'opinion, tous ont massivement saisi cette bonne opportunité de se faire former. Aujourd'hui, c'est nous de suivre une bonne formation, de savoir quelles sont les règles à suivre, quelles sont les interdictions et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider la population à mieux se prémunir par rapport à ça. Le numérique est devenu une forme d'expression de toutes les actions sociales. Prudence et responsabilité sont de mise pour une meilleure utilisation des données. L'autre titre de ce soir, un chiffre, plus de 166 000 candidats passent le bac cette année 2025. Les épreuves générales ont donc démarré aujourd'hui et comme tous les ans aussi, une mission de supervision fait le tour des centres d'examen de l'Académie de Dakar qui, je précise, compte plus de 12 000 candidats. Pape Koulingom. Collège Yassine Djianou et lycée Aminata Sofal, premières étapes de la tournée de supervision de l'examen du baccalauréat général 2025. Nous avons les candidats de la série L2 uniquement, qui sont au nombre de 298. Et sur les 298, il y a 180 filles et 118 garçons. Les absents sont au nombre de 3. Autre centre qui a accueilli la délégation, le lycée Unité 13 des Parcelles Assainies. Cette année, on a mis le focus sur la sensibilisation. Non seulement au niveau des autorités, des IA, des IF, des autorités déconcentrées, les directeurs de l'office du bac, même dans les convocations, mais au niveau également des structures parentales. Les épreuves ont démarré à l'heure. Les surveillants convoqués ont répondu présents, à l'heure également. Et le taux de présence des élèves est également
très satisfaisant. Cependant, elle note une baisse du nombre de candidats dans les séries scientifiques. Par rapport maintenant à cette problématique de la fréquentation et surtout du maintien dans les disciplines et filières scientifiques, nous en sommes conscients. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale est dans un processus d'élaborer la stratégie de la promotion des mathématiques et des sciences. Nous y sommes. Nous avons interrogé tous les acteurs dans une démarche inclusive. Au sortir de cette visite, on peut tirer une large satisfaction, mais surtout concernant l'organisation. Pour l'édition 2025 du baccalauréat général, l'Académie de Dakar a enregistré 14 750 candidats avec plus de 60% de filles. Ces candidats sont répartis dans 25 centres. Et près de 29 000 candidats ont passé les épreuves ce matin à Thiès. À noter que la région abrite le Centre national d'examen des candidats à besoins spéciaux. Sur place, nous retrouvons Fatima Tabanelba. Lycée El Hadj Malick Sy de Thiès, l'un des plus grands centres d'examen du bac de la région, avec un effectif de 1580 candidats. C'est ici également que l'on retrouve les candidats à besoins spéciaux. 19 déficients visuels composent en philosophie. Le crépitement de l'écriture braille renseigne à suffisance sur leur degré de concentration. Ces candidats viennent de Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Dakar. 19 candidats au total avec 3 filles. Qui sont en train de composer. Le dispositif qu'on met d'habitude en place est là, avec l'équipe de l'INEFJA, qui toujours occupe les locaux de la salle informatique, du bâtiment informatique, et les autres composent au niveau de la bibliothèque, en présence donc des surveillants. Au centre El Hadj Malick Sy de Thiès, les candidats sont également répartis en 4 jurys, dont 1028 filles contre 552 garçons. Une tendance haussière significative de la candidature des filles notée dans toute la région. Une évolution qui interpelle également les autorités académiques. C'est une tendance certes positive, mais une tendance quand même qui doit nous servir d'alerte pour que d'ici à quelques années, qu'on n'ait pas vraiment des écarts assez importants entre les filles et les garçons. Parce que l'objectif, c'est vraiment faire en sorte que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école, qu'ils soient garçons ou filles. Pour la région de Thiès, nous avons 28 097 candidats, dont 59% de filles pratiquement et 40% de garçons. On a aussi 14,41% de candidats dans les séries scientifiques. Donc ça montre qu'on a toujours ce décalage-là avec les séries scientifiques. Mais je pense que l'effort de promotion des séries scientifiques doit continuer. Pour le premier jour du bac, aucun couac n'est à noter dans les 75 centres que compte l'Académie de Thiès. Sur l'usage des téléphones portables également, les candidats ont tous bien collaboré. Et pour cette année, les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ont choisi la région de Matam pour leur tournée de supervision. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Pour la dernière étape de sa tournée à Ziguinchor, la ministre des Pêches s'est rendue à Elinkine et au Cap Skirring. Dr Fatou Diouf a annoncé sur place la construction prochaine de quais de pêche modernes dans ces localités. Dans un instant, nous allons retrouver Mariam Bangoura. Et là, je vous propose d'aller à Touba pour parler de ces effondrements d'immeubles qui ont causé au moins 14 morts. 2 immeubles donc qui se sont effondrés il y a quelque temps. Mais la bonne nouvelle, tous les bâtiments qui menacent ruine ont été recensés et leur démolition a bien démarré. L'immeuble El Hadj Malick Kébé du marché Ocas a complètement été détruit, nous dit Fatou Diouf. Samedi matin, au marché Ocas de Touba, un caterpillar en train de démolir un immeuble R+2. Ce bâtiment, en état de délabrement avancé, appartenait à El Hadj Ndiaye. Racheté il y a moins de 10 jours, son propriétaire a simplement décidé de le détruire afin d'éviter son effondrement. Ce bâtiment dénommé bâtiment El Hadj Mbacké Kébé était occupé par des commerçants que nous avions sommé il y a de cela 4 jours de libérer donc le bâtiment. Parce que nous ne risquions pas de laisser ces commerçants sur place et de voir le bâtiment s'effondrer sur eux.
Une décision salutaire, un exemple à suivre. L'administration territoriale va prendre toutes les dispositions sécuritaires pour détruire tous les bâtiments menaçant ruine ou non conformes aux normes de construction dans la ville sainte. Nous avons accompagné le propriétaire qui s'était engagé donc volontairement à démolir donc le bâtiment. Et vraiment, nous voulons lui remercier par rapport à cet acte, par rapport à cet esprit de responsabilité. Les propriétaires d'immeubles vétus se sont invités à se signaler afin de bénéficier de l'accompagnement des services centraux de l'État. L'objectif est clair, lutter contre les effondrements d'immeubles aux conséquences désastreuses. Retour à présent sur la dernière étape de sa tournée à Ziguinchor. La ministre des Pêches s'est rendue à Elinkine et au Cap Skirring. Dr Fatou Diouf a annoncé la construction prochaine de quais de pêche modernes dans ces localités où nous retrouvons Mariama Bangoura. Au dernier jour de sa tournée à Ziguinchor, le ministre des Pêches s'est rendu à Elinkine, dans le département d'Oussouye. Un site où beaucoup de poissons est débarqué chaque année, mais qui manque d'infrastructures. Ici, les débarquements sont importants, mais nous avons un problème de chambre froide. Les poissons se gâtent souvent entre nos mains. Le site de transformation manque de tout. Nous qui travaillons ici, nous sommes exposés aux intempéries. Après Elinkine, Cap Skirring a aussi reçu le docteur Fatou Diouf. Sur place, elle a recueilli les préoccupations des acteurs. Il nous faut un quai moderne. Nous avons aussi besoin de camions frigorifiques et de pirogues motorisées pour les femmes qui vont dans les ballons. Enfin, notre site de transformation doit être aménagé. Ici au Cap Skirring, nous avons beaucoup de problèmes. L'exemple le plus marquant est le manque de balises. L'autre difficulté, c'est la mesure d'interdiction de la pêche nocturne. Il serait bien de revoir cette mesure. Sur ces deux sites, le ministre s'est engagé pour des actions concrètes, comme la construction du quai de pêche de Cap Skirring. Je suis surtout venu pour présenter le plan Diomaye pour la Casamance, n'est-ce pas, les activités qui sont prévues par mon département. Et à ce niveau, on peut dire qu'il y a un important projet que nous avons prévu ici à Cap Skirring, un projet de construction d'un quai moderne. Peut-être d'ici 2 semaines, s'il plaît à Dieu, je reviendrai ici effectuer la pose de la première pierre. Comme lors des précédentes étapes, les acteurs ont reçu des appuis en matériel avant de gratifier le ministre des cadeaux du terroir. Suite de notre série de reportages sur les préparatifs de l'hivernage, direction ce soir la commune de Diakhaï Parcelles. Souvenez-vous, il y a 20 ans, ce site a été construit et entièrement cédé aux sinistrés des grandes inondations de l'époque. Depuis, Diakhaï a bien changé, ses habitants aussi. Ibrahim Pabidiédiou signe ce reportage. Diakhaï, 20 ans après. 2005, année historique. Ils avaient quitté leurs localités respectives, engloutis par les eaux de pluie, pour être relogés dans cette commune de Diakhaï Parcelles. À Diakhaï 1, certains se souviennent de ce jour comme si c'était hier. On nous avait d'abord conduits au lycée, puis à la foire et à Baïniach. Nous habitons à Médina Gounass. Plus le temps passe, plus cette commune devient à son tour une zone difficile à vivre. Ils nous ont amenés ici alors qu'il n'y avait pas aussi de réseau d'assainissement. Plus grave, ils ont entamé des travaux de l'autre côté. C'est ce qui a impacté gravement notre cadre de vie. Si vous entrez dans d'autres maisons, vous verrez que beaucoup ont des problèmes avec leurs fosses septiques. À notre niveau, les populations se sont cotisées. Chaque maison a donné 10 000 francs pour chercher des tuyaux d'évacuation. C'est la nappe qui a commencé à se manifester gravement. En pleine pluie, il est invivable dans certaines maisons. Ces images en disent long sur le niveau de la nappe. Dans la cour de beaucoup de ces maisons, l'on se croirait en plein hivernage, et pourtant non. Vous verrez que partout où nous sommes passés, nous avons un niveau de nappe très élevé. Et ça se mesure par des murs humides, par un sol humide
tout le temps et pendant 12 mois, causée par deux phénomènes. Les eaux pluviales, mais au-delà, pendant la saison sèche, ce phénomène est accentué par les eaux usées qui n'ont pas d'exitoire. Comme solution provisoire, un bassin du nom de l'Ebougui a été creusé. Mais il devient un voisin encombrant. La Direction de la prévention et de la gestion des inondations, DPGI, a procédé cette année à son curage pour mieux contenir les eaux. C'est très difficile de vivre avec ce bassin à proximité. Nous demandons à ce que les travaux se terminent vite et que les eaux puissent être drainées ailleurs. À Djahaï 2, même phénomène. Ces eaux sont le résultat de la toute première pluie. Tu as vu les dégâts qu'il a déjà fait ici? Pour une première pluie, si ça tombe toute la journée, comment on va faire ici? On reste bloqué dans les maisons, personne ne sort. Les maladies, le paludisme, tout ça. En plein hivernage, c'est vraiment difficile. Parce que là où on est en plein hivernage, tout ça, c'est de l'eau. Quand on parle de la commune de Djahaï Parcelles, ça englobe la cité gendarmerie, ça englobe les parcelles assainies, ça englobe aussi Djahaï 1 et Djahaï 2. En réalité, Djahaï est une zone non édificandi. Ce qui s'est passé, il y a eu des années de sécheresse. Donc les années 70 à 86 à peu près. La pluviométrie étant largement réduite, ça veut dire que des périodes sèches, les populations se sont installées. Et plus ou moins après les années humides, en plus de l'urbanisation, une pluviométrie humide s'est installée. Ce qui fait que maintenant, ces zones reprennent vie en quelque sorte. Donc, sont ressuscitées sur le plan hydrologique. Donc c'est ça aujourd'hui. Parce que si ce n'était pas habité, on n'aurait pas dû parler d'inondation. Parce que ça devient un cours d'eau naturel. Nous comptons 28 quartiers, mais pratiquement dans chaque quartier, on a des problèmes d'inondation. Mais d'ici l'année prochaine, des solutions durables devraient être apportées. Le projet en cours dans Kermassar Sud devrait s'étendre dans toute cette commune. Et là, nous venons de lancer un appel d'offres pour, à partir de décembre, voire premier trimestre du mois de l'année 2026, attaquer ces travaux et boucler le projet a priori dans sa première phase d'investissement. À l'unité 9 et environ, ce projet a apporté un souffle nouveau aux populations. Ce bassin est le plus grand installé dans la zone. Les voiries en pavé ont donné également une nouvelle image à cette cité et environ. Lorsqu'on est venu ici, il y avait une inondation énorme. Et les gens, ils ont vécu pas mal de problèmes à cause de la pluie. Par rapport à l'heure actuelle, tout est différent. Pourquoi tout est différent? Il y a des travaux qu'on a entamés et ça a été bien fait. Mais tout n'est pas rose. Certaines zones sont toujours inondées en pleine pluie. Et je vous emmène maintenant découvrir l'usine d'égrenage de riz à Kédougou. Vous allez le voir, c'est un véritable atout pour les producteurs de la région, grâce notamment à sa capacité de décortiquage d'au moins 10 tonnes de riz paddy par jour. Et Tidiane Sissé nous y conduit. L'usine est située au sein même de la Sodefitex de Kédougou. En cette période de moisson, elle est particulièrement sollicitée pour le décortiquage du riz paddy directement issu des récoltes. Une fois le riz arrivé à l'enceinte de l'usine de décortiquage, il est acheminé directement vers l'aspiration. De l'aspiration, quand l'usine est mise en marche, le premier poste, c'est l'aspiration. C'est là où on verse le riz paddy. On satisfait total. Et pour dire qu'une fois de plus, vraiment, ça peut régler le problème des populations de Kédougou en général et le Sénégal en particulier. Elle est la bienvenue à Kédougou parce que c'est une culture qui est là. Si elle est là, il n'y a pas de grande production, donc ça pose problème. Du souffleur au nettoyeur en passant par le décortiqueur jusqu'au séparateur. Le riz paddy suit au total un processus de 8 étapes permettant d'obtenir du riz propre à la consommation. La décortiqueuse, elle décortique. La table dense, elle sépare. Le premier polisseur, il commence le grattage. Le deuxième, il termine le grattage. Après avoir terminé le grattage, on l'envoie au niveau du séparateur. Après le passage dans le séparateur, le riz est récupéré puis conditionné dans des sacs de 50 et 25 kg.
avec une capacité de décortiquage journalière variant entre 8 et 10 tonnes. L'usine peut produire jusqu'à 200 sacs de 50 kg par jour. La Sodefitex a capitalisé plus de 50 ans en matière de développement rural. Donc on met ces services au profit des projets et programmes qui sont installés dans notre zone d'intervention, dans les régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou. Cette usine de grainage est aujourd'hui un atout majeur pour la filière rizicole locale. Elle représente une véritable avancée pour les producteurs rizicoles de la région. Et cette interrogation qui s'adresse aux dames qui maîtrisent encore l'art de rouler la poudre de mil dans une calebasse. Les adultes diront que la tradition se perd malheureusement de génération en génération et l'on assiste en même temps à la création d'unités modernes de préparation de couscous. C'est le cas à Grand Dakar où nos équipes se sont rendues pour nous faire découvrir ce soir ces activités. Claire Diop pour la rubrique Société de ce mardi. Je ne sais pas faire le roulage. À l'image de Aïssatou, elles sont peu nombreuses à maîtriser la technique traditionnelle de roulage de la poudre de mil ou mogne en wolof pour en faire du couscous. Je n'y arrive vraiment pas. Surtout qu'il existe plusieurs façons de le faire. Mais quand c'est bien préparé, j'adore. J'achète le couscous au marché. Je compte vraiment apprendre un jour. Je ne sais pas faire le couscous. Je suis vendeuse, mais c'est ma mère qui prépare pour moi. Pour mieux comprendre, nous sommes allés visiter l'unité de fabrique de couscous au quartier Taïba de Grand Dakar. Ici, ancienne et nouvelle génération se côtoient. La technique de préparation est bien maîtrisée. Le travail commence le matin à 7 h et se poursuit jusque tard dans la soirée. Pour livrer les commandes de la Tamkharit à temps, faut s'ajuster. Chaque jour, nous préparons 50 voire 200 kg de céréales. Cela va augmenter au fur et à mesure que la Tamkharit approche. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a un grand rush à chaque Tamkharit. Nous avons beaucoup de commandes. Nos clients viennent de partout. Comme je prends de l'âge, je m'organise pour accompagner les jeunes. De la céréale brute au couscous, de la couleur au goût, le chemin est long, difficile. Chaleur, promiscuité, manque de matériel, tout y passe. Malgré ces difficultés, le produit fini est très apprécié par les clients. Le travail est très propre. Je suis fidèle client. Je quitte Maris jusqu'ici pour prendre ma commande. C'est juste le site qui n'est pas adéquat pour vendre du couscous. C'est trop délabré. Le plaidoyer est fait pour améliorer le cadre de travail, aussi la valeur du produit. Nous n'avons pas d'électricité ni d'eau. Nous avons recruté un jeune pour faire le travail. Le site n'est pas sécurisé. Nos affaires, nous les amenons dans un magasin payant à côté pour pouvoir les garder. Parfois même, on est victime d'agressions. Nous avons aussi été au marché pour constater la disponibilité du mil. La commande a sensiblement augmenté, notamment ces 3 derniers jours. On est debout du matin au soir, il y a beaucoup de travail. Tamkharit, c'est dans quelques jours. Le couscous au tchéré est le plat traditionnel emblématique de la fête. Le plat est riche en saveurs, en histoire. Tamkharit symbolise le partage et la convivialité. Et c'est prévu samedi prochain. Et l'on s'arrête maintenant sur une problématique, le divorce. Ce soir, l'émission Chronique judiciaire aborde le sujet. Quelle est la procédure à suivre pour bien réussir son divorce conformément à la législature en cours au Sénégal? Quelles sont les pièces indispensables? Le sort des enfants. L'invité de Binta Charles Diop, maître Mamkoumba Kane, avocate à la cour, apporte des éclaircissements. Regardez. Au Sénégal, beaucoup ignorent encore les subtilités du divorce. Contrairement à une idée répandue, la répudiation unilatérale par l'époux, le fameux fassénal ou encore mainal sabat,
ne suffit pas à dissoudre légalement le mariage. L'intervention du juge est indispensable, tout comme la présentation du certificat de mariage. Seul le tribunal peut prononcer le divorce. Il faut présenter un certificat de mariage, donc il est important de l'avoir. Le mariage coutumier doit être déclaré à la mairie. Une erreur fréquente, surtout chez les femmes après une répudiation, est de quitter immédiatement le domicile conjugal. Cette décision hâtive peut entraîner de lourdes conséquences. En cas de répudiation sans l'intervention d'un juge, il est crucial de rester au domicile conjugal pour éviter toute accusation d'abandon. Si un danger réel vous menace, un constat d'huissier est impératif avant votre départ. Le divorce soulève également d'autres questions cruciales, le sort des enfants, mais aussi la répartition des biens du ménage. Pour la garde des enfants, le juge décidera toujours dans leur intérêt supérieur. Quant à la répartition des biens du ménage, elle dépendra strictement du régime matrimonial choisi au moment du mariage, communauté ou séparation de biens. Divorcer est un acte sérieux que seul le juge peut prononcer après une tentative obligatoire de conciliation. La procédure peut être longue, notamment en l'absence du certificat de mariage, mais elle demeure nécessaire pour garantir la légalité et la protection des droits et libertés de chacun. L'émission chronique judiciaire est donc à suivre ce soir à 22h30. Coupe du monde des clubs, Al Hilal a éliminé Manchester City, score 4-3. Un match à suspense qui a tourné en faveur des coéquipiers de Kalidou Koulibaly, résumé avec Ibrahim Boub. Énorme sensation à Orlando. Al Hilal fait chuter Manchester City. Belle performance du club saoudien au terme d'un match à rebondissement. Ce sont les Citizens qui ont ouvert la marque dès la 10e minute grâce à Bernardo Silva. Marcos Leonardo ramène les deux équipes à égalité en début de seconde période. Sur un contre-éclair, Malcolm redonne l'avantage à Al Hilal à la 52e minute. Une avance de courte durée avec l'égalisation d'Erling Haaland 3 minutes plus tard. 2 buts partout après 90 minutes. C'est Kalidou Koulibaly qui met Al Hilal en pole position dans la prolongation. Le défenseur sénégalais reprend de la tête un corner de Ruben Neves. Il domine dans les airs Nathan Ake et Ruben Diaz. Manchester City trouve les ressources pour égaliser à nouveau. Ryan Cherki lance Phil Foden dans la profondeur. Il enchaîne avec une volée dans le petit filet. Très beau but dans la conception et la conclusion. Le match bascule définitivement à la 112e minute avec cette tête de Milinkovic-Savic repoussée par Ederson dans les pieds de Marcos Leonardo. Le Brésilien n'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets. Victoire d'Al Hilal 4-3 devant Manchester City. En quart de finale, vendredi prochain à 19h, Al Hilal fera face à Fluminense qui a éliminé l'Inter Milan après un succès de 2-0. The Sambas are going through to a quarter-final at the FIFA Club World Cup. Full time in Charlotte, Inter 0, Fluminense 2. Et chez nous, l'ASC Gadiaga de Bakel a remporté la finale de la Ligue régionale de Tamba et jouera la saison prochaine en National 2. Elle a battu en finale l'ASC Kumpentum sur le score de 2-0. Abdoulaye Fall, candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, était le parrain de cette finale. L'actualité internationale de ce mardi est dominée par la vague de chaleur qui accable actuellement les Européens et par les bombardements de la bande de Gaza par Israël. Alun Badrakan. Des frappes meurtrières sur un cybercafé et un centre de secours. L'armée israélienne poursuit le pilonnage de la bande de Gaza. Aucune retenue. Les hôpitaux
sont débordés. Regardez-nous, nous ne sommes pas que des chiffres et des images. Nous sommes des êtres humains. Notre Seigneur nous a créés pour vivre comme vous, comme les autres. C'est notre droit de vivre avec dignité, pas comme ça, dans l'humiliation. Les Israéliens ont visé délibérément et ont directement tiré sur les gens. Ce n'était pas aléatoire. Ils nous visaient directement et le nombre de morts est très élevé. De graves accusations confirmées par les enquêteurs de l'Organisation des Nations Unies. Depuis le 17 juin, au moins 580 Palestiniens ont été tués, soit en essayant d'atteindre les points de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza, soit en attendant d'autres convois d'aide. Même des journaux israéliens ont révélé que des soldats de Sahel avaient bien reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur des civils. L'Europe suffoque. Une vague de chaleur frappe sa partie méditerranéenne. Le thermomètre s'affole. Plus de 40 degrés. Du jamais vu. La nuit est difficile quand même. Il faut aérer, faire des courants d'air, c'est la seule façon de s'en sortir. Les prévisions ne s'annoncent guère optimistes. Cette canicule est loin de s'estomper. La vague de chaleur à partir de mardi et mercredi va atteindre son pic, un paroxysme. Et là, ça va devenir vraiment remarquable, pour peut-être pas dire historique. Alors, les pouvoirs publics prennent les devants pour éviter le pire. Aujourd'hui, 84 départements ont été placés en vigilance orange, ce qui est inédit en termes d'ampleur de cette canicule, puisque le chiffre le plus élevé du nombre de départements placés en vigilance orange, c'est un chiffre de 2019, c'était 81 départements. Des écoles ont été fermées à cause de cette chaleur écrasante. Dans les administrations, le télétravail est recommandé. Et voilà, on se quitte sur ces images. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci également à l'ensemble des équipes en régie. On se retrouve tout à l'heure à 23h pour la dernière édition du soir. Merci à tous.